Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est déjà l'épisode numéro 29 de ces interviews de voyageurs à vélo. La dernière fois, on était avec Alexis, le cyclotouriste. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller voir un replay sur Instagram ou sur YouTube à votre convenance. Alors, ce soir, vous savez, il y a des voyageurs à vélo, il y a des petits joueurs un peu comme moi. Il y a une catégorie au-dessus déjà qui sont déjà plus sérieux, qui partent plusieurs mois pour faire un tour d'Europe, découvrir des continents entiers. On en a reçu plusieurs ici même d'ailleurs. Et puis vous avez une catégorie encore au-dessus, les gens vraiment qui consacrent une partie de leur vie entière au voyage à vélo. Florent fait partie de cette catégorie hors norme. Salut Florent. Salut Gaëtan, salut tout le monde. Alors, Florent a fait un tour du monde, on va évidemment en parler, qui a duré sur plusieurs années. Si au cours de cette vidéo, vous avez des questions qui vous viennent en tête ou des questions relatives au sujet que l'on va aborder, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, ça apparaît sur nos écrans et on consacrera un moment à la fin de la vidéo pour lui poser ces questions et il y répondra. Allez, on commence. Florent, pour vous présenter un peu le personnage, c'est un voyageur à vélo qui a fait un tour du monde assez impressionnant, je crois de 6 ou 7 ans. Pour vous donner un peu les chiffres, pour vous présenter à qui on a affaire, 77 000 kilomètres parcourus, même un peu plus, 45 pays traversés. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Florent, je sais que c'est difficile de résumer un tour du monde en quelques phrases, mais si tu devais nous présenter un petit peu ce projet, son itinéraire, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors le projet à la base, ce n'était pas un tour du monde, c'était un tour d'Europe qui a évolué. Et donc l'itinéraire à la base, c'est l'Europe, hein. Pendant un an et demi, j'ai sillonné l'Europe en long, en large, en travers. Et puis au bout d'un an et demi, j'étais en Islande. Et Oui. en Islande, j'ai remarqué que les prix des billets d'avion pour aller à Londres étaient les mêmes que pour aller au Canada. À ce moment-là, je suis plutôt passé au Canada. Je me suis dit, ça va être un peu plus cool. Enfin, c'était un peu plus excitant. Et donc, c'est à ce moment-là que ce projet a évolué en tour du monde à durée indéterminée parce que bon, j'avais passé un an et demi déjà en Europe. Et bon, je travaillais en fait en voyageant, donc j'avais des revenus qui me permettaient de voyager aussi longtemps que je le voulais. Mhm. Et c'est à ce moment-là que le projet a évolué en tour du monde. Donc j'ai fait après l'Europe, j'ai fait un an et demi les États-Unis d'Amérique et le Canada, Ouais. l'Australie, l'Asie du Sud-Est, puis beaucoup l'Asie centrale, et puis le Moyen-Orient également, l'Inde, Oman. Et voilà, ça a duré. Alors, ça a duré 6 ou 7 ans. Je précise quand même que c'était découpé, fractionné en longues périodes de 9 mois sur la route, suivi de toujours 3 mois de pause. Donc, ça n'a pas été cette année de suite, hein. Il y avait toujours des bonnes pauses. Je rentrais en France, passer les fêtes de Noël en famille. J'en profitais pour améliorer mon matériel, voilà, me reposer. Et je repartais de l'endroit où je m'étais arrêté l'année précédente. Donc, pour garder une continuité dans le voyage. Donc voilà, pour situer un petit peu comment est né le projet. Enfin, il y aurait beaucoup à raconter, je vais répondre à vos questions, évidemment. Mais et puis l'itinéraire dans les grandes lignes, quoi. D'accord. Donc un pays sur 4 continents. Voilà. Comment tu as fait évoluer du coup ton projet, ton itinéraire? C'était, alors après ton tour d'Europe que tu as voulu, on va dire, augmenter, tu es passé par des pays qui t'attiraient d'un point de vue géographique, historique, et il y avait des centres d'intérêt particuliers qui t'attiraient vers ces pays-là. Comment tu as décidé, je vais aller ensuite vers tel pays, puis celui-là? Alors, comme j'avais fait un an et demi en Europe, j'ai voulu vraiment prendre mon temps pour découvrir chaque continent. Et Oui. donc, au début, ça a été vraiment enfin, 2014, 2015, 2016, ça a été beaucoup l'Amérique du Nord. Et c'était en fonction des visas, hein, enfin, la possibilité Oui. de rester pas plus de 3 mois aux États-Unis, pas plus de 3 mois au Canada. Donc, je jonglais entre les deux. La météo qui est très importante, comme tu le sais, quand on voyage à vélo, on va plutôt chercher les pays chauds. Enfin, on descend au sud vers la Floride quand il commence à faire, quand l'hiver arrive. Et puis, on remonte plus vers le nord quand c'est l'été qui approche. Et puis après, c'est en fonction voilà, des rencontres, de ce que les gens conseillent, des opportunités. Bon, je devais être au Népal ensuite en 2016 pour une question familiale, Oui. pour un mariage dans ma famille. Donc, c'est ça qui m'a fait que je ne suis pas allé en Amérique du Sud, mais Oui. plutôt vers l'Asie. Et l'Asie, bon, c'était la saison des pluies, ça collait pas trop. Donc, je suis allé plutôt en Australie avant.
Donc j'ai fait un vol en fait de Seattle jusqu'à Sydney, mais entre les deux, j'ai fait 2 semaines à Hawaï, ce qui était plutôt cool. Ouais. Et puis, ouais, voilà. Et puis après, donc l'Australie, bah, c'était la bonne saison. Du coup, c'est comme ça que ça s'est enchaîné pour aller vers l'Asie, où j'avais un mariage au Népal d'une cousine d'adoption, enfin qui est née au Népal, mais qui était française. Et puis après, bah, du Népal, je suis rentré en France pour faire les fêtes de Noël en famille. Et puis je suis reparti ensuite faire l'Eurovélo aussi. J'ai traversé l'Europe, la Turquie, l'Iran. Et puis après, bah, l'idée c'était d'aller jusqu'au Japon, c'était de faire France-Japon, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons de visa, enfin des choses qui étaient un petit peu Ouais. administratives difficiles. Et puis j'ai tellement adoré l'Asie centrale que j'y ai passé du temps. Je suis redescendu à Dubaï, pareil, pour des questions de météo, parce il faisait beau après. Et puis 2018, encore un grand périple. Là, cette fois-ci, c'était la Coupe du Monde de foot en fait qui m'a fait aller en Russie. Enfin, c'était des questions. Voilà, il y a pas mal de choses qui font évoluer l'itinéraire. Bien sûr, bien sûr. Euh, Florent, un tour du monde comme ça sur plusieurs années, on peut même plus appeler ça un voyage. En fait, c'est presque un projet de vie. C'est une C'est un mode façon de de vie. vivre. Qu'est-ce que tu en penses? C'était quoi, en fait, ta motivation quand tu es parti? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans une aventure comme ça, aussi longue? Alors, j'ai fait d'autres voyages auparavant, hein. C'était pas mon premier coup d'essai. J'ai Oui, fait un premier voyage on va en en parler après, ouais. 2010. Voilà, un premier voyage en 2009 de 2 semaines en Italie, puis 2 mois en Scandinavie en 2010. En 2011, j'ai fait 3 mois en un Tour de France. Et lors de ces périples, je me suis rendu compte que c'est comme ça que j'aimais vivre. C'était vraiment ce qui me plaisait. C'était là que j'étais le plus épanoui. C'était là que j'étais le plus heureux. C'était sur mon vélo et à l'aventure. Et je vivais vraiment très intensément quand je faisais ces voyages. Donc naturellement, ensuite, quand j'ai eu cette possibilité de partir, alors en fait, c'est lié aussi un petit peu à mon projet professionnel, hein, puisque moi, durant toutes ces années, entre 2006 et 2012, je développais un site internet sur lequel je diffusais des cours de maths. Et D'accord. c'était que j'ai créé mon entreprise, hein, donc c'était ma façon de vivre. Et en 2012, j'ai réalisé en fait que je j'avais plus besoin d'être chez moi pour développer ça. Je pouvais peut-être mettre sur mon vélo mon ordinateur, une petite table, une petite chaise pour poser mon bureau dans la nature. Ouais. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai dit mais il faut que je fasse ça, quoi. Il y a pas de voilà. Et donc mon projet, bah, c'était simplement de vivre plus intensément, de vivre la vie comme elle me convenait le mieux, en partant à l'aventure et puis en étant curieux de tout ce qu'on peut trouver de bon sur la planète, quoi. Ouais, ben ça, ça, j'imagine que tu as, dû t'en rendre compte. Ouais. Ton cheminement, du coup, tu en as parlé rapidement, mais depuis ta première tentative de vélo, enfin de voyage à vélo que j'ai vu sur ton site, une tentative qui était un peu ratée d'ailleurs, tu vas nous en parler. Tu as fait plusieurs petits, on va dire, voyages avant Ouais. de te lancer. C'est ça aussi qui t'a donné envie de te lancer d'une manière un peu plus à fond dans un voyage au long cours? Exactement, oui, oui, parce que ben, alors le premier voyage, c'était en 2004, je crois, j'avais une vingtaine d'années et j'ai voulu partir traverser la France pour aller rejoindre de la famille qui était en vacances en Bretagne. Ouais, Et voilà, la jeunesse, la fougue voilà, on y va, quoi, on verra ce qui se passe. Et puis je pensais que la France était assez plate, moi, en passant par le centre. Et je me suis cassé les dents en Bourgogne, il y a un massif qui s'appelle le Morvan et qui monte quand même à 900 mètres d'altitude à Château-Chinon, là. Et dans cette montée, j'ai eu des douleurs aux genoux très importantes. Voilà, un problème, je ne sais pas pourquoi. Et ouais. donc, du coup, j'ai dû abandonner, j'ai dû terminer en train. Donc, c'était une première expérience ben, nulle, quoi. Ouais. Mais Voilà. c'est nul comme tu dis, mais d'un côté, ça t'a pas dégoûté puisque t'as regoûté, quoi, t'as retenté Oui, mais, après. mais mon autre voyage après, c'est en 2009, c'est 5 ans plus tard, hein. Donc, Ah ouais, il a fallu digérer quand même. il a fallu digérer cet échec. Et puis, ouais, non, j'ai pas eu trop envie de me relancer là-dedans. Non, c'est un déclic comme ça. Un jour, bon, j'avais un frère qui travaillait à Malte, donc j'étais allé le rejoindre en bateau avec le vélo. Et puis, je me suis lancé cette idée d'essayer de traverser l'Italie à vélo. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée.
Et c'est vrai que dans cette première expérience, j'ai ressenti, parce que moi j'étais assez solitaire, en fait j'étais pas super sociable quand j'étais à Besançon, quand j'ai travaillé sur mon site web. Et là, je me suis vraiment ouvert aux gens. J'ai rencontré des Italiens hyper chaleureux, naturellement, comme tous les Italiens, qui m'ont invité chez eux. Et moi, j'ai dit, mais c'est fantastique de vivre ça, quoi. Et donc, j'ai eu envie, l'été d'après, d'aller voir un ami qui habitait, lui, dans le nord de la Suède, donc à vélo. Et cette fois, ben, j'ai expérimenté j'ai fait mes premiers bivouacs dans la nature. Et j'ai expérimenté le degré de liberté incroyable que ça nous procure. Et puis voilà, la nature, la lenteur, le bien-être qui résulte de la pratique du vélo, et, des bonnes nuits de sommeil, beaucoup d'appétit et puis beaucoup d'énergie après. Voilà, on vit beaucoup plus intensément Ouais. toutes les rencontres qu'on fait. Et j'ai dit, bah, faut que je continue. Et puis j'ai fait plus, et puis encore plus. Et puis voilà. Mm. Ok. Florent, parmi tes pays favoris, alors tu en as parlé, t'as cité celui-là tout à l'heure, tu parlais de l'Islande. Mm. Moi, c'est un pays que j'ai eu l'occasion et la chance de visiter il y a une quinzaine d'années, avant encore que pareil, le tourisme de masse, on va dire, aille dans ce pays. C'est un pays que pareil, j'ai adoré, avec la nature, franchement Les incroyable. paysages. Mm. Par contre, j'ai la mémoire des changements météo, du vent assez Ouais, impressionnant. Et ouais, j'imagine ouais. qu'un vélo, ça doit être quelque chose en Islande, non? C'est quelque chose de très très éprouvant. En plus, moi, j'ai pas eu de chance parce qu'en Islande, des fois, il fait beau, mais moi, j'ai eu 7 semaines de pluie avant d'avoir une Wow. semaine de soleil. Bon, c'était pas des pluies constantes, hein, ça pleuvinait, ça s'arrêtait, ça repleuvait. Mais en fait, tous les jours, il y avait de la pluie. Et puis le vent, ben, je t'en parle même pas. Ouais. Il y a eu un jour, j'ai dû m'arrêter après 10 kilomètres. Euh, j'avais mis mes lunettes dans le panier, elles sont parties dans le ciel, je les ai jamais revues. Je faisais des énormes zigzags sur la route et je pouvais plus du tout progresser. C'était devenu voilà, Hmm. impossible tellement le vent est violent là-bas. Donc les conditions sont très difficiles. Par contre, comme souvent à vélo, les efforts sont récompensés. Ça vaut le coup d'en chier. Ouais. Vraiment, après, on arrive, bah, quand on a cette semaine-là de soleil, qu'on voit les cascades de Hmm. dingue, les arcs-en-ciel devant les cascades, enfin toute la panoplie de Ouais. l'Islande, la glace, le feu, les champs de lave, enfin les couleurs qui viennent de la présence du soufre. Hein. Hmm. Bah, on se dit, ouais, j'en ai eu chier. Bon, déjà, je suis pas mort, hein, le vent et la pluie, ça tue pas. Et j'en ai chié, mais ça vaut vraiment le coup d'être là dans ces éléments et Ah puis ouais. de vivre aussi, quoi. Donc, il y a pas de regret. Et la même chose quand on monte un col à 4000 mètres ou à 5000, enfin, je ne suis pas monté à 5000, mais à 4500. Dans certains pays, on en bave, il y a la chaleur, il y a le froid, mais je n'ai jamais regretté ces petites souffrances qui ne sont que physiques et qui sont Oui. normales. Hein. On est fait pour ça. Hein. À la base, l'homme, il a vécu dehors pendant des années, des millions d'années. Donc, voilà, on est tout à fait apte à endurer ça. Et puis, après, ben, Tu as toujours la on a... récompense à la fin, quoi. Ouais, complètement, ouais, ouais, ouais. Florent, un peu, alors pas comme l'Islande, mais tu vois, moi j'aime bien les pays qui étaient un peu fermés, comme tu vois, j'ai visité le Sri Lanka, la Birmanie. Toi, tu as eu l'occasion de passer par des pays un peu de ce genre-là, en Asie centrale, et je voudrais que tu nous parles un peu de l'Iran. Moi que j'ai dans un coin de la tête, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce pays à vélo? Est-ce que c'est compliqué de le parcourir de cette façon? Absolument pas, absolument pas. Ça a été un de mes pays favoris également. On m'avait parlé de l'hospitalité des Iraniens avant que Il j'entre paraît, oui. dans le pays et je peux te confirmer que c'est le cas dans le sud de l'Iran. Il y a un village dans lequel j'ai eu une invitation d'une personne qui m'a doublé en voiture. Après, je suis arrivé dans le village à un rond-point, je me suis arrêté parce que j'attendais cette personne. J'ai eu une autre invitation. Et puis encore plus loin, un autre gars qui me voyait attendre, mais tu dors où ce soir? Ben, je sais pas, ben, viens chez moi. Et ça a été beaucoup comme ça. Les Iraniens, voilà, on leur adresse la parole, ils sont très très gentils, ils nous invitent pour boire le thé, pour dormir, pour manger, etc. Donc j'ai expérimenté cette hospitalité de
de ces gens-là. Après, il y a pas que les gens, hein, il y a aussi les paysages qui sont très beaux, c'est Ouais. désertique, c'est montagneux. Il y a de l'érosion, il y a des déserts, enfin, Ouais, tout est partie histoire aussi parce que c'est un peu oui, le berceau au final de l'humanité, quoi. Ouais, ce coin du monde-là, cette région, hein. voilà, donc il y a un site qui a plus de 2500 ans d'histoire dans le sud qui s'appelle Persépolis, Persépolis, ouais. voilà, si je me souviens bien. Et puis il y a l'histoire plus récente avec l'islam et puis toutes les mosquées, enfin tout ce qui va avec. C'est un pays qui a une grande histoire. Oui, la Perse était un grand royaume dominant pendant très longtemps. Et donc, voilà, il y a ça, il y a les gentillesses des gens, il y a la nourriture qui était bonne aussi, du bon pain, beaucoup de choses à base de safran aussi, des bons fruits, les grenades que je pressais pour faire des jus au bord de la route. Ouais, et puis le soleil, hein, faut dire ce qui est, hein, c'est un pays où il fait beau, donc ça, par rapport à certains pays comme l'Islande, ben voilà, on est Oui. content d'être en t-shirt et puis de profiter de ça. Donc c'est un tout qui fait que j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Puis après, ben, comme les pays aussi à côté sont eux pour le coup très fermés, hein, l'Irak, Oui. l'Afghanistan ou le Pakistan, c'est pas trop recommandé. Donc j'ai traversé 3 fois l'Iran en fait. Donc j'ai fait en long, en large, Un en travers. travers. Il y a eu des belles histoires, il y a des gens que j'ai recroisés, des gens Ah ouais. qui m'avaient accueilli, que j'ai retrouvé l'année d'après, donc c'était dingue. Et ça fait beaucoup de bons souvenirs tout ça. Mm. Non, mais c'est bien, tu vois, ça fait du bien d'entendre des choses comme ça parce que comme quand on a des voyageurs à vélo qui sont notamment en Afrique, je leur pose cette même question parce que en France, on a souvent le point de vue ben, de Ouais. ce qu'on voit à la télévision, aux informations, enfin, ce que les journalistes nous retranscrivent, et c'est souvent des choses un peu négatives ou qui sont basées sur des faits géopolitiques de guerre, donc souvent négatifs, il ne faut pas se mentir. Donc, je trouve qu'il ne faut pas résumer les pays uniquement à ça, uniquement à l'actualité. Comme tu le dis, l'accueil, les gens, et tout ce qu'on peut trouver, c'est- C'est l'une des raisons qui m'ont fait voyager, hein, c'est pour avoir ma propre vision du monde et pas celle qu'on veut nous transmettre. Et c'est vrai qu'avant d'aller en Iran, j'avais peur parce que c'était une république islamique et je me disais oui, l'islam, ça, je vais me faire trucider. Enfin, je sais pas pourquoi oui. j'avais une mauvaise image. Et puis en fait, dès que j'ai passé la frontière, tout de suite, il y a eu des échanges. Voilà, donc ça s'est super bien passé. Mm. Tout à l'heure, Florent, tu nous disais du coup que tu étais parti à un voyage, alors d'un point de vue personnel, mais c'est que ça faisait aussi partie de ton projet professionnel puisque tu arrivais à travailler tout en voyageant. Ben, je voulais te poser la question, du coup, comment tu faisais pour travailler en voyageant? J'ai vu des photos avec un ordinateur. Ça tombe un peu par hasard, mais tu vois, cette semaine, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet de l'électricité en voyage à vélo. Donc, ben, du coup, je vais te poser la question, toi, comment tu gérais cette autonomie, où est-ce que tu trouvais de l'électricité? Et puis surtout tout ça pour te demander, ben, un voyage à vélo, ben, j'allais dire ça coûte cher, ça coûte un certain prix, mais est-ce qu'au final, toi, tu dépensais beaucoup quand tu voyages aussi longtemps? Alors, il y a deux questions Ouais, dans ta question. Est-ce que je dépensais beaucoup? Je dépensais en moyenne 20 à 25 euros par jour. Donc, c'est effectivement beaucoup pour un voyageur au long cours. La plupart, ils voyagent entre 5 et 10. Et ce prix ne comprend pas les billets d'avion et tout ce qui va avec. C'était juste la nourriture et l'hébergement. Donc, d'accord. je pouvais me le permettre parce que j'ai créé, bien avant de partir, hein, en 2006, un site internet qui s'appelle Comprendre les maths. Et ce site internet a généré, il y avait 10 000 personnes tous les jours dessus, 100 Oui, 000 pages vues peut-être par jour. Et je gagnais autant qu'un prof de l'éducation nationale, pratiquement, rien qu'avec les pubs. C'était le plus d'accord, gros d'accord. site de lutte au niveau francophone. Donc je me pouvais me permettre de bien Oui. vivre et de bien voyager. Voilà. Et puis je continuais de développer le site pour maintenir ce revenu et ne pas... voilà, Ça donc je te continuais permettait de d'avoir une travailler. rentrée d'argent régulière tout en continuant de voyager, quoi. C'est ça qui est. Voilà, et puis, ben, j'avais mon entreprise qui était toujours immatriculée en France, donc je cotisais, j'ai réussi à cotiser pour la retraite tout en voyageant autour du monde, ça c'était plutôt cool. Ben ouais, Voilà. Et puis donc ton autre question, c'était comment je faisais pour l'électricité. exactement. Donc là, effectivement, parce que j'étais un gros consommateur d'électricité, donc je faisais 2 heures d'ordi par jour, le smartphone pour le GPS et tout ça. J'avais une enceinte Bluetooth aussi qui me consommait pas mal parce que j'écoutais la musique pendant que je voyageais. Alors j'avais des panneaux solaires déjà, Ouais, des panneaux solaires avec chacun deux sorties USB.
Donc j'avais 4 sorties USB. Oui. Et donc je pouvais déplier un panneau solaire à l'arrière et puis un autre à l'avant. OK. Et j'avais également une dynamo de moyeu. Donc au maximum, j'avais 5 petites batteries, donc Ouais. chacune de 200 mAh, donc ce qui faisait au total, enfin, ça faisait 1 kilo de petites batteries, quoi. Et au maximum, je pouvais charger les 5 batteries en même temps avec l'énergie 100% renouvelable, hein, du Bah pédalage oui, et puis du soleil. Voilà. Et donc, bien évidemment, après, quand tu t'arrêtes dans un restaurant ou la nuit chez des gens, tu tu profites branches. pour réutiliser. Et donc, j'ai jamais eu de problème, en fait, d'électricité. D'accord. Ouais. Mm. OK, Mais OK. ça demandait une certaine logistique, voilà. Oui, oui, Transporter puis les panneaux après, solaires. comme je disais, alors, toi tu dois connaître ça encore mieux, mais quand on est restreint, quand on a un accès restreint à l'électricité, du coup, ça nous contraint, ça nous apprend à mieux nous en servir, à mieux la gérer. Aussi, ouais, bah oui, voilà, on utilise l'écran du téléphone. L'écran est très énergivore, hein, donc Ouais. on utilise seulement quand on a vraiment besoin de se repérer dans un endroit. Le GPS, je l'utilisais un petit peu toute la journée parce que j'aimais bien enregistrer mon itinéraire pour savoir combien de Ouais. kilomètres j'avais parcouru. Mais effectivement, on fait attention. Ouais, ouais. Mm. Florentin, on va continuer à parler un petit peu de ton matériel. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien ce sujet-là. Du coup, de ton vélo, j'ai vu sur tes premières photos en fait, que tu étais parti avec une remorque que tu as sans doute abandonnée ou laissée en cours de route. Ton vélo a d'ailleurs pas mal évolué au fur et à mesure Mm. de tes Mm. voyages. Tu l'as un Mm. peu upgradé, modifié. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as trouvé ton vélo et quelles ont été un petit peu les choses qui l'ont fait évoluer, ce vélo? Voilà. Alors le vélo a évolué, mais tout le matériel a évolué, hein. Je Ouais. suis parti sans certitude et j'ai expérimenté. Et c'est vrai qu'à la fin, il n'y a plus aucun objet lors de la dernière étape qui ressemblait à celui de la première étape. Ça a été une constante évolution et puis un allègement, comme tu peux le deviner, Oui. au fil des années. Donc au début, je suis parti avec mon vélo de course. C'était un vélo de route sur lequel j'étais très bien. Il n'y avait pas de raison de le changer et de mettre des porte-bagages ou des porte-bouches, enfin des garde-bouches, je sais pas quoi, ou des éclairages. J'ai dit, je prends mon vélo et puis je pars comme ça à l'aventure. J'ai mis une remorque derrière, une remorque monoroue. Ouais. Et avec ça, j'avais un sac de 90 litres dedans, donc je pouvais mettre toutes mes affaires. Et puis c'est comme ça que ça a débuté. Naturellement, j'ai eu des problèmes parce qu'un vélo de route n'est pas fait pour voyager avec du poids, et notamment au niveau de la roue arrière. C'était souvent voilé, c'était souvent que ça avait Ouais. des rayons cassés parce que c'est pas fait pour supporter le poids d'une remorque chargée comme ça. Les pneus, fallait les changer tous les mois tellement ça s'usait vite. Enfin, Ah oui. c'était, voilà. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un an, j'ai évolué avec un vélo de voyage beaucoup plus costaud et beaucoup plus adapté à ce type d'aventure, qui m'a d'ailleurs bien servi en Islande parce que j'ai pas fait que de la route, hein. En Islande, Ah après oui. il y avait du chemin, hein. Et pas toujours du chemin bien confortable. Donc j'ai évolué avec un vélo de randonnée classique, Farad Manufacture, un truc allemand très Ouais, ouais. solide, très lourd, mais voilà, avec tout à fait normal, deux sacoches à l'avant, deux sacoches à l'arrière, un énorme sac de 90 litres parce que je transportais beaucoup trop de matériel à cette époque-là. Et puis donc ça a duré quelques années. Alors je m'allégeais tous les hivers quand je rentrais en France, je m'allégeais. J'ai appris à vivre avec peu. Ouais. Et on se rend compte au final qu'on a besoin de peu pour être heureux, hein. Et voilà. Et alors le vélo a ensuite évolué encore en 2017 parce que dans cette optique d'allègement, j'ai remplacé le cadre acier qui était un Ouais, bon j'ai vu. acier mais qui est malgré tout lourd, par un cadre en titane. Donc j'ai fait Ouais. un investissement, ça coûte assez cher, mais je ne l'ai pas regretté parce que j'ai économisé beaucoup de poids, puis Ah, c'était encore légèreté, ouais. beaucoup. La légèreté, voilà, c'est aussi léger que l'aluminium, voire plus peut-être, je crois. Et puis c'est plus confortable, ça absorbe mieux encore les vibrations Ah de oui. la route. Bon, on peut pas ça peut pas, il n'y a pas de corrosion, hein. Si on le raye, c'est la peinture naturelle, hein, c'est la couleur de base. Hmm. Et puis du métal. Et puis donc voilà, un cadre en titane, les porte-bagages en titane aussi, Ouais, tout au long du voyage, t'as fait qu'améliorer ton qu'amélioré, équipement, ouais. qu'amélioré jusqu'à ce qu'aujourd'hui je ne puisse plus vraiment l'améliorer. Je suis T'es arrivé vraiment au bout. content. T'as le vélo ultime. En tout cas, qui me correspond, ouais, Oui, ouais, voilà. c'est ça. Mm. D'ailleurs, alors, tu vois, on va faire un zoom, un focus un peu sur un élément essentiel du vélo
Et de ton vélo, qui m'a marqué, c'est au niveau de la transmission, parce que j'ai remarqué que tu avais un plateau monoplateau à l'avant. Et en fait, je voulais qu'on en parle un peu parce que c'est un peu comme les vélos Gravec, c'est quelque chose qui est en train de se développer, là, qu'on voit de plus en plus, notamment sur les VTT. Il y a un peu un effet de mode en fait avec ces monoplateaux. Alors, et j'ai vu qu'au début de ton voyage, sur tes premiers vélos, tu avais fait une transition avec plusieurs plateaux. Et du coup, c'est vrai que ce choix-là de passer au monoplateau, il a été dicté par quoi? C'était pour la performance, c'était pour gagner du poids, c'était pour gagner en fluidité, en souplesse. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé au monoplateau? Alors, les deux choses, c'est le poids, on gagne quand même pas mal, hein, parce qu'on gagne un plateau, on gagne on gagne la poignée, la manette, donc j'ai dû gagner 300 grammes. Ça peut paraître pas beaucoup, 300 grammes, c'est une bouteille d'eau, c'est guère plus. Mais quand on réfléchit pour optimiser son poids, on en arrive à la fin à des choses comme ça. Alors, c'est peut-être un Tu, petit peu extrême. tu dois même gagner plus de poids que 300 grammes parce que les plateaux, plus les poignets, plus non? Pas tant que ça. Tu as Ah le ouais. dérailleur arrière. Oui, tu enlèves le dérailleur arrière, Ah, arrière, et avant, avant, pardon. ouais. Tu enlèves le dérailleur avant, voilà. Voilà. Tu enlèves un ou deux plateaux, suivant le nombre que tu Ah en ouais. avais avant, mais tu as aussi une cassette qui est généralement plus lourde. C'est ça qui Ah oui, compense. d'accord. Parce que tu as une cassette 10 vitesses avec un gros plateau, enfin un gros pignon. Oui, oui. Donc, tu gagnes 400 grammes. Bon, D'accord. il y avait ça. Il y avait le fait aussi que c'est plus simple parce qu'en fait, je suis passé du triple plateau au double plateau lorsque j'ai acheté le cadre en titane. J'ai remis une transmission double plateau Mhm. et j'ai pas supporté ce double plateau. J'étais Ah ouais. en Finlande, j'ai des mauvais souvenirs. Ça montait, ça descendait tout le temps là, vers les lacs là. Ouais. Et il fallait toujours changer de plateau. Quand tu changeais de plateau, il fallait rechanger de vitesse en même temps, deux, trois vitesses. Et je supportais plus. Enfin, c'est pas que je supportais plus, mais c'est que quand je suis tombé dans un magasin finlandais, que j'ai vu qu'il existait des cassettes 11-42, j'ai dit, mais ça me suffit largement. Ouais. Moi, je suis un bon grimpeur parce que j'habitais dans un village, tout en haut du village. Donc, quand j'étais gamin, je faisais la côte en danseuse. Donc, voilà, pour monter, j'ai pas de souci. Avec le type de transmission que j'ai aujourd'hui, je peux pédaler à 40 km/h encore. Tu vois, Je peux encore c'est ce que avancer. j'allais te demander. Si avec un monoplateau et une cassette assez, on va dire, diversifiée, tu arrives à la fois à avoir la facilité quand tu veux monter des côtes assez raides et tout en gardant ben, du coup comment dire, un développement confortable pour appuyer sur la pédale quand il faut avancer ou dans les descentes, par exemple. Mais Tu arrives à avoir cette variété? par rapport au triple plateau que j'avais au début, j'ai beaucoup perdu. Oui. La plage de développement aujourd'hui, ça doit être 400%, c'était peut-être 600 avant. Et là où j'ai perdu, c'est sur les extrêmes. Donc, effectivement, j'ai le souvenir aux États-Unis, à un moment donné, j'avais le vent dans le dos sur l'autoroute, j'avais Ouais. roulé à 55 km/h, un truc de dingue pendant 1 heure. C'était génial. Ça, je pourrais plus faire. Ouais. Mais c'est une fois dans l'année, Oui, ce oui, oui. type de vent de dingue que tu as dans le dos. Malheureusement, ça arrive pas tous les jours. Et en bas des côtes, des fois, tu peux être aussi au-delà de 40, 45, 50 pour garder ton élan. Je perds un petit peu. Mais à 40, franchement, Oui, tu t'appuies donc, encore, hein. Ça avance quand même bien, quoi. ouais. Et, et voilà. Et puis dans les montées, bah, j'arrive encore à monter les côtes à 10-12% en danseuse. Il n'y a pas de souci. J'ai des bonnes jambes pour monter, donc ça ne me pose pas de problème à ce niveau-là. Et puis après, ben, le confort, c'est surtout la simplicité de Hmm. ne pas avoir à changer on y est juste un Ouais. doigt à bouger, on se pose pas de questions et j'adore ça en fait. Non, Et mais donc, c'est genre, vrai que c'est vrai que c'est tentant parce que les gens qui regardent la vidéo doivent le savoir, mais quand tu as un triple plateau à l'avant, tu as forcément des combinaisons impossibles sur tes vitesses, quoi. oui, ah ben, t'en as la moitié Donc, pratiquement. Oui, oui, ouais, donc ouais. oui, voilà, Mm. tu dis la moitié, je sais pas du coup qu'est-ce que ça représente, mais oui, j'imagine qu'il y en a énormément en fait que tu peux pas Mm. utiliser. Donc au final, si tu fais vraiment le bilan, le monoplateau, c'est peut-être pas une solution qui est ridicule. C'est, à mon avis, ça peut être assez efficace, Ouais. quoi. En tout cas, Euh, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Mm. Bah, en plus, voilà, si tu reviens pas en arrière, tu as eu une expérience avec ça, c'est que c'est Mm. plutôt beau. Florent, il y avait une autre particularité au niveau du matériel que je voulais que tu nous parles parce que c'est assez intéressant. C'était au niveau du ton réchaud. On a souvent parlé réchaud dans ces vidéos-là, alors, des réchauds à gaz, des réchauds multicombustibles et autres. Mais toi, tu utilises un réchaud à bois, c'est ça? À bois, oui, oui, 100% nature. Comment tu faisais Là, en Islande? Parce qu'il n'y a pas de forêt en Islande. alors en Islande, j'avais encore le réchaud à gaz. Ah, d'accord. Mais pas de forêt, puis en plus il pleut là-bas, donc ça n'aurait pas du tout été adapté. J'ai investi dans un réchaud à bois quand je suis parti en Amérique. D'accord. J'avais encore le réchaud à gaz, je me souviens, en Amérique, mais c'était pas toujours facile de trouver les bouteilles de gaz, de Ouais. savoir où les acheter.
Quand ta bouteille de gaz elle est à moitié vide, tu te dis bah tu stresses, il m'en Ouais. faut une autre. Et donc du coup ça prend un petit peu de poids, ça prend surtout beaucoup de volume. Et quand j'ai compris que je pouvais utiliser le bois qu'il y avait dans la nature, et ben j'ai franchi le cap. Et Ouais. puis ben, après, ben, j'ai acheté investi dans un couteau suisse qui avait une scie dessus. Donc Ouais. ça me permettait De d'avoir des couper. morceaux plus importants, voilà, de bon diamètre qui duraient longtemps. Et maintenant, ben, c'est pareil. C'est un réchaud que tu acheté, qui était déjà fait pour cette Oui. utilisation, ou c'est quelque chose que tu as bricolé toi-même pour faire ça? Non, ça se bricole effectivement, mais moi c'est un bon réchaud, double paroi, en titane aussi. C'est trois pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres, donc ça prend très peu de place lorsque c'est replié. Ça va d'ailleurs dans ma popote, donc en fait ça prend zéro place. D'accord. Et puis quand ça se déplie, bah, c'est un truc assez haut et avec plein de trous partout. Et c'est vraiment étudié spécifiquement pour ça et une cinquantaine d'euros, donc c'est pas non plus Ouais. inabordable. Et en termes Et de performance, du coup, enfin de performance, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est aussi efficace qu'un réchaud à gaz. Je veux dire, tu n'attends pas non plus 3 heures pour faire chauffer ta popote. c'est différent, c'est très différent. Il faut déjà ramasser le bois, hein, parce que Oui, le gaz, tu tournes le bouton, tu mets le briquet, ça s'allume. Il faut ramasser le bois, il faut commencer le feu. oui, Mais après, moi, c'est un plaisir, hein. Moi, j'adore faire du feu, donc voilà. Mais non, c'est pas du tout aussi efficace. Alors, une fois que ça chauffe, oui, oui, une fois que ça chauffe autant que le gaz. Mais oui. le temps avant que ton feu, il fasse des belles flammes et que ça chauffe ton eau, il est assez important. D'accord. Après, l'avantage par rapport au gaz, c'est que ta bouteille de gaz, tu as toujours peur qu'elle se vide. Tu peux pas cuisiner trop longtemps parce que tu te dis, voilà, j'aurai plus de gaz. Le bois, c'est illimité. Tu en as autour de Oui, toi, donc tu veux faire des patates, tu veux faire n'importe quoi qui a besoin de cuire longtemps. Eh bien, tu utilises tu rajoutes du bois tout simplement. Tu vides un peu les cendres de temps en temps, et puis en avant, tu fais comme ça, quoi. Donc ah, c'est intéressant ça. voilà, Euh, attention aux feux de forêt, hein. En France, l'été oui, dernier, c'était bien évidemment interdit ce type de matériel. Certains pays du monde, il fallait prendre des précautions. Je sais qu'aux États-Unis, c'était autorisé, mais il fallait pas que la flamme fasse plus de 15 centimètres de haut. Enfin, il y avait des réglementations comme ça. Dans les parcs nationaux, évidemment, il ne faut pas oui. non plus. Tu Voilà, fais il y bien a des de précautions, préciser des cet aspect-là. précautions. Tu as raison. T'as raison. C'est Toujours bien étendre les cendres, hein. Quand on a terminé, mettre de l'eau dessus, mettre la main sur les cendres pour s'assurer que c'est bien froid. Il y a des choses oui, quelques précautions à à prendre, ouais. C'est important de le préciser. Les amis, si vous avez des questions à lui poser, vous avez vu, il y a tout un tas de sujets, tous intéressants, plus les uns que les autres. N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Le temps passe, moi je continue ma petite liste. Alors, vous voyez, j'ai tout un tas de choses, et encore, je me suis limité à une page parce que sinon, on pourrait y passer la nuit. Euh, autre thème que les voyageurs ou les spectateurs aiment bien, c'est celui de l'hébergement. Alors j'imagine qu'en 6 années de voyage, ils ont été multiples, mais qu'est-ce que tu utilisais comme façon pour toi pour passer la nuit? Alors, le plus de nuits, ça a été les bivouacs sauvages en pleine nature. C'est là où j'ai comptabilisé le plus de nuits, 350, quelque chose comme ça. Ouais, Mais ça ne représente que 23% des nuits. Et ça montre d'accord. à quel point mes hébergements étaient variés. Donc, il y a eu beaucoup de nuits en warm shower aussi, chez des gens qui m'ont accueilli. Il y a eu beaucoup de nuits dans les auberges de jeunesse, dans les villes. Quand j'arrivais dans une grande ville, je choisissais un hostel, voilà, puis je Ouais, rencontrais d'autres voyageurs. Les hôtels dans les pays dans lesquels c'était abordable. Et puis, les terrains de camping en Europe, en France. Et puis, après, ben, toutes les invitations qu'on peut recevoir sur la route, qui représentaient pratiquement quand même 10%, une nuit sur 10. J'étais invité spontanément par des gens. Donc, c'est quand même beau. ouais, Et j'avais besoin en fait de cette variété d'hébergement. Trop de bivouac, c'est difficile. On manque de confort, on manque d'électricité, on manque de plein de choses. Trop de nuits chez les gens, ben, on est fatigué de toujours raconter son histoire. ouais, ouais. Voilà, c'est fatigant. On a besoin d'un peu de solitude. Trop d'hôtels, bon, ben, ça coûte cher et puis il n'y a aucun intérêt. Donc voilà. Donc j'avais besoin toujours d'alterner. Pour apprécier la compagnie, j'avais besoin de solitude. Pour apprécier la solitude, j'avais besoin de compagnie. Voilà, pour apprécier le confort, j'avais besoin d'un confort, peut-être des fois, puis l'inverse. Ouais, ouais. J'avais besoin d'un confort pour apprécier le confort d'un hôtel. Donc j'avais besoin toujours de cette alternance. Voilà. Puis après, ça dépendait des pays, hein. J'ai traversé Oman à vélo, j'ai fait 30 bivouacs consécutifs parce qu'il n'y avait Ouais. pas de Il y avait rien d'autre. Ouais. il y avait rien d'autre.
Non, mais je suis très content, Florent, que tu dises ça, au final, le bivouac ne représente que 23% de ton voyage, parce que il y a beaucoup de personnes, en fait, moi, qui m'envoient des messages en me disant, mais je voudrais partir à vélo, mais j'aime pas ça, le camping, j'ai jamais fait de bivouac. Et en fait, je leur dis, mais voyager à vélo, ben, c'est pas forcément prendre la tente, tu peux t'héberger de différentes façons. Et tu vois, le fait que voyageur comme toi, qui est passé plusieurs années sur son vélo, ben, disent, moi j'ai passé des nuits à l'hôtel, en auberge, à gîte chez des gens, et un bivouac, un camping, enfin bref, de plein de façons différentes. Ben, je trouve que enfin, je trouve ça plutôt bien, quoi. Bon, l'hôtel, c'était surtout dans les pays d'Asie du Sud-Est, hein, c'était 10 euros la nuit, donc c'est le Oui, prix d'un camping en France, hein. ouais, Mais ouais. si c'est pour voyager en Europe, faut avoir un budget plus important quand même. Oui, oui. Mais non, Mais, mais comme tu dis, tu vois, un bivouac, forcément, t'as pas de confort. Bah, tu dors moins bien que quand tu es quand t'es dans un lit. Comme tu dis, quand tu es chez les gens, mais forcément, le soir, tu vas pas aller au lit à 7 heures, parce que les gens t'hébergent, t'accueillent. Donc, voilà, tu vas participer un peu à la soirée. Bon, mm, donc, du coup, c'est vraiment quelque chose de complémentaire au final, ces différents types mm, d'hébergement. complètement, ouais, ouais. Puis, j'appréciais d'autant plus les bivouacs après une nuit d'hôtel ou après chez les gens. Et se réveiller dans la nature, c'était merveilleux, voilà. Mais je pouvais pas trop en faire non plus. Ouais. Florent, en autant de temps de voyage, j'imagine que ben, il a dû t'arriver forcément des galères, des pépins. J'ai vu que tu avais eu pas ennuis, mais quelques petits trucs avec la police. Tu as forcément eu des pépins mécaniques aussi. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes comme ça? Et j'imagine que tout finit par entrer dans l'ordre au final. Tout finit par rentrer dans l'ordre. J'ai pas eu de gros problèmes. Je n'ai jamais été hospitalisé. Je n'ai jamais eu de graves accidents avec des automobilistes. Il y en a un, il m'a touché, mais ça s'est bien arrangé. J'ai eu des chutes, mais pas de quoi non plus me faire très mal. Ouais. Donc globalement, j'ai pas eu de très grosses galères. Enfin, je sais pas de trucs très lourds, quoi. J'ai le souvenir d'un jour où j'étais malade seul dans les montagnes du Kirghizistan et où là j'avais une diarrhée monumentale et plus d'eau. Mon réchaud à eau était cassé, enfin mon filtre à eau pardon était cassé. Et là j'ai souffert parce que j'étais loin de tout et c'était des montagnes immenses. Et je me souviens de cette galère-là en particulier. Je me suis couché à 11 heures du matin parce que j'en pouvais plus. Je me suis rendormi, je me suis réveillé à 2 heures. J'ai pris l'eau du ruisseau, j'ai pris du bois, je me suis fait bouillir 1 litre d'eau pour avoir de l'eau potable. Propre, ouais. C'était ma seule solution. Et puis j'ai attaqué le col suivant qui était un col à 16% pendant 8 km. Je crois qu'il y avait 1000 mètres d'ascension sur du chemin à 16%. C'était épouvantable, il faisait chaud. Et là, j'ai eu peur parce que mon litre d'eau a Ouais. diminué très rapidement. J'étais convalescent, ça allait mieux, mais j'étais toujours malade. Et je me souviens de ce moment-là qui fut très difficile parce que j'ai eu peur pour ma vie limite, quoi, hein. Ah C'était, oui. si tu peux plus boire et que t'es malade, bon, Oui, 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 et qu'il n'y non, a mais personne tu vois, autour de toi, parce que d'être malade, mais vraiment comment dire, d'être conscient que là, voilà, tu mets ta vie, tu mets ta vie en sans eau, danger, c'est autre chose. ouais, ça fait un peu peur, mais tout s'est bien terminé. J'ai réussi le col en marchant à la force Ouais. voilà, de ce qu'on avait. On a beaucoup de réserves, hein, il y a pas de souci. Et puis dans la descente plus loin, j'ai retrouvé de l'eau, du bois, donc j'ai pu refaire de l'eau potable comme ça. Bon, J'ai le souvenir. tu confirmes qu'après après une galère, tout revient toujours. Il y a du positif après du négatif, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Voilà, j'ai eu d'autres galères, je me souviens, c'est surtout les intempéries après, hein, les tempêtes qu'on peut avoir, Ouais. les ouragans, les tornades là, au Texas, j'ai eu des trucs assez épouvantables. Ah oui. Mais c'est pareil, ça reste de l'eau en fait. Bon, voilà, on s'en sort. D'accord, d'accord. Bon, et à l'inverse des pépins, tu as toujours des bons moments, enfin, quelque chose qu'on garde à mémoire. Alors, ça peut être comment dire, des rencontres, des paysages, des odeurs. On a toujours des moments comme ça. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces choses pas matérielles au final, de ces voyages? Alors j'en ai reçu plein les yeux, hein, comme tu l'imagines. J'ai plein Ah oui. d'images qui me restent de plein de pays, des trucs vraiment très beaux.
J'ai eu un gros coup de cœur pour le nord de la Norvège lorsque j'ai roulé sous les aurores boréales Ah oui, pendant 4 nuits de suite. Et en fait, moi, j'aime bien voilà, voyager à vélo autour du monde, mais j'avais quand même un petit penchant quand j'étais jeune pour l'astronomie, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. J'avais mon petit télescope, j'étais abonné aussi à l'espace, et c'est vrai que le rouler sous le ciel nocturne ouais. m'a procuré des émotions importantes, que ce soit en Australie, où je prenais plaisir à rouler jusqu'à 11 heures minuit sous un ciel qui était dingue, hein, parce qu'il n'y a aucune pollution Eh oui, il n'y a pas de lumineuse, lumière. Ouais. pas de lumière, le ciel, la Voie lactée dans l'hémisphère austral est splendide, mieux qu'ici. J'ai roulé aussi sous une éclipse de lune aux États-Unis avec la Voie lactée qui plongeait dans l'océan Pacifique. Et ouais, enfin, c'est des très très bons souvenirs de rouler de nuit. Et les aurores boréales, ça a été l'apothéose. Là, vraiment, je surkiffais ça. Il y a, voilà, il y a beaucoup d'images. Hein. Je vais pas te les dire, mais il y Oui, a beaucoup de choses qui me restent. Le Grand Canyon, c'était un truc de dingue aussi. Les volcans aussi, j'ai gravi différents volcans. Le Mont Bromo à Java. J'ai roulé dans la caldeira du volcan. C'est une image forte ouais. qui me reste aussi. C'est un sol poussiéreux, plat. Le volcan Mauna Kea à Hawaï aussi, Ah oui. dont j'ai tenté l'ascension. Là, c'est une des ascensions les plus difficiles au monde. Hein. Ça part de zéro, tu arrives à 4200 en haut. Ah oui. Moi, je suis monté, entre guillemets que à 3000, mais Oui. c'était déjà pas mal. Le volcan Taïdé aux îles Canaries aussi, des paysages très très beaux, très très voilà, l'érosion, les couleurs, tout. Donc, oui, beaucoup de belles choses qui me restent. Et puis bon, il y a ce qu'on voit avec les yeux, mais il y a aussi ce qu'on voit avec le cœur. Hein, Oui. tu parlais des gens. Évidemment, j'ai des très très grands souvenirs de gens qui m'ont accueilli. Et peut-être le plus beau, les meilleurs coups de cœur, enfin, que j'ai eu avec les gens, c'est quand tu croises quelqu'un, tu passes un bon moment avec, tu te dis la terre est grande. Ceux-là, voilà, ils Je ne sont reverrai derrière moi, jamais. mais je ne les reverrai jamais. Enfin, je vais en voir d'autres, c'est ça. Et il y a deux, trois histoires de gens que j'ai croisés à un endroit, que j'ai recroisé ensuite à l'autre bout du monde. Ah oui. Et c'est des trucs de dingue, quoi. Et, voilà, eux, ils se souviennent de moi à jamais. Et c'est la même chose pour Eh moi, ouais. quoi. C'est vraiment très fort quand ça se produit comme ça. Ouais. Toutes les rencontres ne sont pas éphémères, quoi. Non, 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 non. Et le monde est petit, hein. Tu sais, moi, j'ai fait 80 000 kilomètres pratiquement à vélo. C'est 2 fois le tour de la Terre Mm. sur l'équateur. C'est vrai, quoi. Sachant que les 2 tiers de la planète, c'est de l'eau. Donc en fait, à l'échelle du monde, ce que j'ai fait, on finit par recouper des choses, on finit par recroiser des gens, même s'il y a 6 milliards d'habitants, Ouais. voilà, le monde est petit. C'est clair, c'est clair. Florent, je voulais te parler d'autre chose. Je vais te demander à propos des repères familiers que l'on a tous, c'est-à-dire quand on est ici, les amis, la famille, la langue, enfin bref, la façon de vivre ici. Est-ce que c'est pas quelque chose qui manque ou dont on est nostalgique quand on part si longtemps? Oui, absolument, c'est quelque chose qui manque. Alors, moi, j'avais quand même, comme je l'ai dit au début de la vidéo, l'habitude de rentrer tous les ans pour Ouais. Noël. Je faisais les fêtes de Noël en famille. Et ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Mon repère, j'avais toujours la chambre chez mes parents. Oui. J'avais toujours voilà, un petit endroit où il y avait des affaires personnelles. Euh, j'ai, J'avais toujours aussi un grenier à Besançon dans lequel je stockais des affaires. Et j'aimais bien y aller. Je me raccrochais un petit peu à ça. Et puis j'avais également, tu sais, il est d'usage chez tous les voyageurs à vélo, chez de nombreux voyageurs à vélo, de donner un petit nom à son vélo. Ah oui. Alors, dis-nous le Et tien, alors. alors moi, c'est Jean le Titan. Et pourquoi Jean le Titan? Alors ça vient parce que je viens d'un village qui s'appelle Roulan, dans le Doubs. C'était le village de mes parents. Et Ouais. à Roulan, on a un personnage historique qui s'appelle Jean de Vienne, Ouais. qui était un très grand navigateur, un des principaux personnages du royaume de France au XIVe siècle, à peu près dans les années 1300. Et du coup, il y a une association Jean de Vienne à Roulan, il y avait son château, tout ça, et c'était un très important personnage. Et donc, du coup, il y avait une frégate d'ailleurs de la Marine nationale qui s'appelait le Jean de Vienne, qui a été désarmée il y a quelques années. Et quand la Ouais. frégate s'est arrêtée, je me suis dit, mais je pourrais appeler mon vélo le Jean de Vienne, et comme ça, j'aurais toujours une part de mon village Ouais. avec moi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé le Jean, je n'ai pas mis de Vienne, parce qu'au final, je me suis dit, mais bon, mon cadre maintenant, il est en titane. Si je mets le titan, ça fait le côté titanesque du voyage. Ça rappelle, D'accord, ouais. ça rappelle le cadre qui est en titane.
Donc j'ai mis Jean le Titan sur l'autocollant des trucs. Mais il y a toujours le Jean qui me raccrochait à mon village. Je viens de là et c'est aussi pour ça que voilà, j'avais Ouais, c'est besoin de quelque ça. chose qui te raccroche à ça quand t'es loin, quoi. Ouais, C'est assez, voilà. c'est assez marrant. C'est assez marrant. Florent, si tu veux, on va passer aux questions. Alors, je n'ai quatre personnes qui m'ont envoyé ça sur Instagram. Si les personnes qui nous regardent en ont à te poser, c'est maintenant qu'il faut les écrire en commentaire. Alors, Florent, j'ai une question de Florian qui te demandait quand est-ce que tu repars? Bonne question. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un projet tour du monde. En fait, c'est un rêve que j'ai fait quand j'avais 16 ans, je crois. J'avais eu ces rêves et je me suis dit dans ma vie, j'aimerais faire ça. Voilà. Donc là, j'ai parcouru 6, 7 ans le monde. Il y a eu différentes choses qui se sont produites qui font qu'aujourd'hui, je ne voyage plus. Je ne peux pas rentrer dans les détails, sinon Oui. on s'en sort pas. Mais quand est-ce que je repars? C'est en fait quand je serai prêt, quand tous les voyants seront verts, et puis mais je vais repartir parce que j'ai envie de poursuivre cette aventure. J'ai pas parcouru l'Afrique, je n'ai pas parcouru l'Amérique du Sud. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et bon, pas avant l'été prochain, on va dire peut-être à l'automne, peut-être seulement l'année d'après, peut-être seulement dans 10 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Bon, il y a encore la Euh, petite lumière qui a oui, allumé, là, donc. complètement, ouais. Puis elle peut d'un seul coup se transformer en une grosse lumière et en avant, quoi. Ouais. Mm. Tu vois, tu as répondu en partie à la question que j'avais juste après là, de Lison qui disait tu n'as pas voyagé en Afrique du Nord et en Asie. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu as ça dans ton Oui, coin bien de la sûr. tête du coup? Bien sûr, en fait, quand je suis passé en Amérique du Nord depuis l'Europe, j'avais en tête de faire 2 ans sur le continent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Nord, beaucoup de temps en Asie centrale, parce que je voulais vraiment prendre mon temps Ouais. pour découvrir le monde à vélo. Donc, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont prévus, mais il y a de la route avant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, il y a de la route avant, c'est intéressant ça. Tu nous disais tout à l'heure que chaque fois tu repartais du point là où tu t'étais arrêté. Tu t'es arrêté où la dernière fois que tu as achevé ton voyage? La dernière fois, je me suis arrêté en France. D'accord. Non, pas du tout. Non, je me suis arrêté en France suite à un événement familial. Donc, il y a eu l'année 2019 qui a été très perturbée, Oui, on va dire, par cet événement. Et ensuite, 2020, j'étais reparti en avion en Thaïlande. d'accord. Et cette fois-ci, je pensais vraiment repartir pour plusieurs années. Voilà, les problèmes étaient derrière moi. Et ça y est, je repartais faire le tour du monde pour 5, 6 ans. Puis bon, 2020, comme tu le sais, Oui, ça n'a pas été une bonne année. Donc j'ai fait un mois de voyage. J'ai roulé en Thaïlande, puis au Cambodge. Et oui. ensuite, les frontières du Cambodge se sont fermées autour de moi et je me suis retrouvé bloqué dans ce pays. Donc, allô, l'ambassade, que dois-je faire? Eh ben, vous inquiétez pas, on va vous rapatrier en France. Donc, retour à la case France. Et donc, du coup, là, pour répondre à ta question, c'est au Cambodge. Et d'ailleurs, si je repars, je repartirai pour faire un petit clin d'œil au destin et à ces mauvaises choses qui se sont produites. Je repartirai de la capitale du Cambodge pour poursuivre mon voyage. D'accord. Bon, très Mm. bien, très bien, très bien. Il y avait une autre question de Babi Bobu. Bon, ok. Comment fais-tu pour communiquer dans tous ces pays? J'imagine qu'il doit parler de la langue ou peut-être même des pays dans lesquels l'anglais n'est pas forcément la langue que l'on parle. Comment tu te débrouillais? On se débrouille toujours avec les mains, j'imagine. Avec les mains, avec quelques mots, avec oui, tu montres, je veux ça. Voilà, les échanges sont beaucoup moins riches, hein, c'est Oui. évident. J'aimais bien dans tous les pays apprendre à compter de 1 à 10. Mhm. C'était pratique sur les marchés, voilà. J'aimais bien dire bonjour, au revoir, merci, enfin les choses de base. De base, oui. J'aime bien votre pays, enfin des choses comme ça qui les faisaient sourire quand on dit dans leur langue. Après j'ai oublié hein, parce qu'il y avait un pays, après il y en avait un autre. Oui. Mais voilà, je communiquais comme avec ces règles de base. L'anglais, franchement, aujourd'hui, est présent partout, hein. Oui. Il y a peut-être en Russie où les gens parlaient pas trop anglais, donc Hmm. je me débrouillais. Mais avec l'anglais, maintenant, c'était comme ça simplifie énormément les choses. Ok.
Ok, ok. Ben, Mm. toi, alors, c'est pas une question que j'avais notée, mais tu parles de la Russie. Je voulais te poser la question tout à l'heure quand tu parlais de la sécurité. Euh, j'ai vu pas mal de voyageurs qui racontaient qu'en Russie, les poids lourds, entre autres, sont assez dangereux sur la route. Est-ce que tu confirmes ça? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres pays dans lesquels tu as eu ces soucis-là là, de circulation sur la route, en tout cas avec les autres voitures ou poids lourds? Alors, en Russie, j'ai effectivement, c'est un très grand pays, donc il n'y a pas toujours beaucoup de routes, hein. Des fois, on est obligé de suivre un petit peu les routes principales. Et il est vrai que sur ces routes principales, je me souviens d'une, ça devait être la route qui traverse la Russie, il y avait des poids lourds qui me doublaient à longueur de journée. Donc, dans les montagnes Oural, là, quand il a fallu traverser ça, c'était vraiment impressionnant, bruyant, désagréable, mais je n'ai pas eu de problème avec la sécurité. Je ne me suis pas senti spécialement en D'accord. danger. La route était assez large. Et j'ai pas senti qu'ils conduisaient mal ou qu'ils étaient bourrés ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc Tu as des régions du monde où tu as eu cette impression-là, où tu te dis, ah ouais, là, ici, je sais pas, dans ce pays, dans cette région-là, ils conduisent vraiment mal, ou au contraire, c'est plutôt bien, bien respecté. non, j'ai pas D'accord. de mauvaises souvenirs. Il y a une voiture qui m'a touché aux États-Unis, mais voilà, elle était un Oui, peu oui, trop près de moi. c'était un cas Mais isolé, quoi. c'était un cas isolé. Ouais, ouais, il n'y a pas vraiment de D'accord. région du monde dans laquelle je senti vraiment danger. Ok, ok. Bon, tu vois, j'ai la dernière question de César, à Colline Macré, qui te demande si c'est la passion de la photo qui t'a amené au vélo ou l'inverse, parce que tes photos sont magnifiques. Ah bah, Voilà. je te remercie, ça fait plaisir. Non, non, la photo, c'est vraiment venu après, hein. Je n'ai pas été un passionné de Ouais. photos du tout. Après, ce qui fait que j'ai des belles photos, c'est aussi que je vois des beaux paysages, hein, et c'est le fait qu'en vélo, on est lent, donc on s'arrête facilement. Dès qu'on voit quelque chose de beau, c'est pas comme un automobiliste qui doit chercher un parking, hein. Ouais. On s'arrête, on le prend en photo. Et quand on est dehors toute la journée, pendant 365 jours pratiquement, pendant plusieurs années, bah, t'imagines que des beaux paysages, on en a forcément. Après, Ouais. la technologie aide, les appareils photo aujourd'hui sont de très bonne qualité. Et puis, ben, avec un bon zoom, on arrive à voir des belles choses. Et puis, des oiseaux, des animaux, des couchers de soleil, et puis toute la panoplie de toutes les belles choses qu'on peut avoir sur la route. Voilà. Donc, c'est secondaire pour moi. C'est pas du tout Ouais. une passion de la photo à la base. D'accord, Mm. d'accord. Bah, écoutez, là, j'ai terminé mes questions, enfin les questions qu'on m'a posées, qu'on t'a posées. Avant de te laisser la parole pour un peu une sorte de tribune libre, je voulais te poser la question si tu avais des conseils à donner à des débutants ou des gens qui ne se sont pas encore lancés dans leur premier voyage à vélo, même si c'est que pour un week-end ou pour une semaine, pour les prochaines vacances de cet été, par exemple. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à se lancer? Je dirais peut-être pour les encourager à se lancer, bah écoutez, je sais pas, regardez mes photos, regardez moi comme j'étais heureux quand je voyageais. Je peux dire que j'ai vécu à 100% et que j'ai, j'ai, j'ai vraiment profité à fond de mes journées, j'ai vécu intensément. Donc voilà, il y a parfois des petites intempéries qui sont désagréables, mais globalement, c'est que du bonheur de voyager à vélo. Enfin, en tout cas, d'après mon témoignage. Après, il y a des petites erreurs à éviter. Moi, je me souviens au début, j'avais tendance à trop planifier mes étapes et à me fixer pour objectif de faire 500 km en 5 jours, enfin, ou en 7 jours. Je pense que c'est une erreur à éviter pour la simple et bonne raison qu'on est très tributaire quand on fait du vélo du vent Oui, et les distances peuvent énormément et les vitesses peuvent énormément changer suivant si on a le vent de face ou si on a le vent dans le dos. Et on peut aussi, on est des humains, hein, on peut aussi oui. avoir des coups de mou, on peut aussi être malade, on peut aussi être fatigué. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir le stress d'une distance à accomplir, d'un objectif à atteindre. Moi, j'ai toujours fait du vélo pour le plaisir et certainement pas pour l'exploit sportif. Donc, voilà, ne pas trop planifier à l'avance, se laisser guider par les rencontres, par la condition physique, par les conditions météo. On trouve toujours des endroits pour dormir. Moi, j'ai jamais passé de nuit blanche, hein, même si des fois c'est un bivouac qui est un peu pourri, on trouve toujours. Et donc voilà, ne pas stresser et puis après, ben, voilà, se laisser guider voilà, par la route en fait, par le voyage. Ok, 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 Florent. Message est bien reçu. Ben, désormais, c'est le moment où on te laisse la parole pour que tu puisses
aborder un thème de ton choix, quelque chose que tu as envie de dire, un message à faire passer. Bref, tu dis ce que tu as envie. C'est à toi. Ouais, alors bah écoute, je sais pas trop quoi dire, si ce n'est que voilà, à la base, ce voyage, c'était vraiment un rêve que j'ai fait. Je m'étais réveillé un matin quand j'avais 16 ans, et c'est un rêve qui paraissait complètement impossible, enfin complètement irréel, hein, puisqu'il faut énormément de temps, énormément d'argent. Je pourrais jamais faire ça. Et puis, ben, ce que je peux dire ce soir, ce que je peux témoigner, c'est que quand on vit ses rêves, alors déjà, on vit beaucoup plus intensément, on est heureux. Et puis, ben, il y a quoi de plus beau, en fait, que de vivre ses rêves. Donc, si vous avez un projet, que ce soit le voyage à vélo, que vous avez vraiment envie de faire ça, ben, faites-le. Vous allez voir, vous allez avoir emmagasiné plein de belles images, plein de belles émotions. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi en voyage en vélo, c'est que le temps passe plus lentement. Comme on vit plus intensément, quand je regardais un mois en arrière, j'avais l'impression qu'il s'était passé un an. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand je regarde un an en arrière, j'ai l'impression qu'il s'est passé un mois. Donc, enfin, le temps se déforme complètement et en fait, on vit plus intensément. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'on a une durée de vie limitée, mais si on peut mettre plus de choses dans un moment, voilà, faut pas, il faut y aller, quoi. Donc, puis vivre ses rêves, vivre à fond, et puis ben, aller en avant, quoi. Ok. Eh bien, en avant, tu as raison. C'est un bon mot pour terminer. Merci vraiment d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir comment dire, partagé ton expérience, tout ce beau voyage. D'ailleurs, comment on fait pour te suivre, Florent? Tu as un site internet? Comment on te suit? Alors, l'Instagram, c'est Flo à vélo. Je fais encore des petits voyages, hein. Je suis parti un mois cette année en France, donc on peut encore suivre ces petits périples avant le retour sur la grande route, espérons-le peut-être bientôt. Mhm. Et puis, il y a un blog qui est très fourni aussi, parce que Oui. j'avais l'habitude de relater mon expérience sur un blog régulièrement, donc il est très documenté. C'est florent-vélo.fr, donc c'est facile à retenir. J'ai aussi écrit un livre en 2019. Alors, c'est pas un roman, c'est des textes, des photos en couleur qui retracent les 1000 premières étapes du voyage, puisque au bout de 6 ans, j'avais fait 1000 étapes. Ouais. Donc, ça s'appelle la très grande boucle. Et 1000 étapes autour du monde à vélo. Donc, on peut aussi acheter mon livre, il suffit de me demander. Et puis, Pour le livre, on te contacte directement. ouais, tu me contactes directement, c'est 10 Ok. euros plus les frais de port, donc c'est accessible. C'est un livre grand format, D'accord. tout en couleur. Et donc, si des personnes sont intéressées, j'enverrai bien volontiers. Ouais. Voilà, et puis Ok, voilà. bon, ben, et super, Internet. Et si on a envie de faire un petit rappel mathématique, c'est ton site de... Ah, alors allez-y, vous pouvez aller, il y a tous les niveaux. Tu peux reprendre les additions, les soustractions, Ouais, le théorème de Pythagore jusqu'aux intégrales et aux nombres d'accord. complexes. Donc, l'adresse, c'est comprendre les maths et c'est cmath.fr, cmath.fr. Ok, bon, mais écoute, je crois que tout est parfait. On a tout dit sur les sites Internet. Ben, merci Mm. vraiment à tout le monde d'avoir participé, assisté à cette vidéo. Ceux qui ont pris le train en marche, vous pouvez revoir la vidéo en replay juste après sur Instagram et demain, dans le courant de la journée sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Florent, un grand merci à toi d'avoir participé à celle-ci. Avec plaisir. Et Mm. puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine. Salut. Au revoir.